Je subviens à mes propres besoins depuis l'âge de 16 ans. Je n'ai jamais pris un centime de mon père. J'ai acheté ma première maison à 24 ans. Au dîner de Noël, il m'a pointé du doigt, « Tu as volé l'avenir de ta sœur ». Une semaine plus tard, j'ai reçu une assignation. Mon père me poursuivait en justice pour avoir ruiné ses chances. Au tribunal, le juge a lu la plainte. Il a regardé mon père. Il a prononcé 2 mots qui ont fait halter toute la salle. Je me souviens encore de l'odeur de cannelle et de dinde rôtie qui remplissait la maison de mes parents ce soir-là, comme chaque Noël, une odeur chaude et lourde, essayant presque trop de nous convaincre que c'était une saison de réconfort. Dehors, le quartier de la banlieue de Columbus était calme, les pelouses tondues même en hiver, les lumières des porches brillant doucement comme si rien de laid ne pouvait jamais arriver derrière ces portes. À l'intérieur, tout semblait mis en scène. La table de la salle à manger était parfaitement dressée. Les belles assiettes étaient sorties. Maman avait allumé les bougies qu'elle n'utilisait que 2 fois par an. Papa était assis en bout de table, les épaules carrées, la posture rigide, comme s'il présidait quelque chose de plus sérieux qu'un dîner de famille. J'étais venu seul en voiture, j'avais garé ma voiture le long du trottoir et j'étais resté assise dedans une bonne minute avant de sortir, juste pour respirer, me préparant déjà. J'avais 33 ans ce Noël-là, et pourtant je me sentais encore comme une enfant entrant dans une salle d'examen pour lequel elle n'avait pas étudié. Ma maison de ville n'était qu'à 20 minutes, la première maison que j'ai jamais possédée, celle que j'avais achetée avec mes propres économies après des années de travail, de budget et de renoncement à des choses que d'autres considéraient comme acquises. Papa le savait. Maman le savait. Claire le savait aussi. Ma sœur cadette était déjà assise quand je suis arrivé, ses cheveux bouclés, son pull soigneusement choisi, souriant poliment à tout le monde. Elle avait l'air nerveuse, comme toujours en présence de papa, comme si elle attendait de savoir si elle avait réussi ou échoué sans connaître non plus les questions du test. Nous nous sommes étreintes. Ce fut rapide. Gênant. Familier. Le début de la soirée s'est déroulé comme d'habitude. Des conversations légères qui effleuraient la surface. Des questions sur le travail. Des commentaires sur la météo. Maman remplissant les verres avant même qu'on le demande. Papa se raclait la gorge toutes les quelques minutes comme s'il avait quelque chose d'important à dire mais attendait le bon moment. Je sentais la tension monter, de la même manière que l'on sent la pression atmosphérique changer avant un orage. Chaque tintement de couvert semblait plus fort qu'il n'aurait dû. Chaque rire sonnait forcé. Le dîner lui-même s'est bien passé, si, bien, signifie calme et prudent. Papa a parlé du quartier, d'une maison au bout de la rue qui s'était vendue récemment. Il faisait toujours ça, gardant une trace mentale de la vie des autres, des biens des autres. Claire hochait la tête au bon moment. Moi, j'écoutais surtout. J'avais appris il y a des années qu'écouter était plus sûr. Moins visible. Moins susceptible d'attirer les foudres. C'est arrivé juste après le dessert. Les assiettes à tarte étaient encore sur la table, des parts à moitié mangées de tarte aux pommes et aux noix de pécan, des miettes éparpillées sur la nappe. Une tante s'est penchée en avant, souriante, et a dit qu'elle avait entendu dire que j'avais acheté ma maison jeune. Elle a dit que c'était impressionnant, surtout de nos jours, et a demandé comment j'avais réussi. C'était dit gentiment. Je le sais maintenant. Mais l'atmosphère de la pièce a changé au moment où les mots ont quitté sa bouche. J'ai vu papa se raidir. Je l'ai senti avant même qu'il ne parle. Il a posé sa fourchette lentement. Il m'a regardé, non pas avec fierté, non pas avec curiosité, mais avec quelque chose de vif et de calculateur. Il a commencé à parler d'ordre, de la façon dont les familles fonctionnent le mieux quand chacun connaît sa place. Il a dit que tout le monde ne pouvait pas passer en premier, que certaines personnes devaient attendre leur tour. Le mot « tour » a pesé lourdement dans ma poitrine. J'en avais entendu des variations toute ma vie, mais jamais dit aussi ouvertement. Maman lui a jeté un regard mais n'a rien dit. Claire fixait son assiette. Puis papa s'est levé. J'aimerais pouvoir vous dire que je l'ai mal compris, que j'ai mal entendu, que le stress ou l'émotion a déformé ce moment dans ma mémoire. Mais ce n'est pas le cas. Il m'a pointé directement du doigt, de l'autre côté de la table, devant tout le monde, et a dit que j'avais volé l'avenir de ma sœur. Il l'a dit clairement, sans hésitation, comme si c'était un fait sur lequel tout le monde dans la pièce s'était déjà mis d'accord. Il a dit que j'avais pris de l'avance alors que j'aurais dû attendre, qu'en achetant ma maison en premier, j'avais ruiné les chances de Claire, que j'avais brisé quelque chose d'important dans cette famille.
Le silence s'est fait dans la pièce. Pas le genre de silence paisible. Le genre où l'on entend son propre cœur battre dans ses oreilles. J'ai senti une bouffée de chaleur monter dans mon cou et mon visage. Mes mains sont devenues engourdies. Je me souviens avoir pensé, ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver comme ça, pas ici. Personne n'a dit un mot. Personne ne m'a défendu. Quelqu'un a bougé sur sa chaise. Une cuillère a cliqueté contre une assiette. C'est tout. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je suis restée assise là, à regarder papa, essayant de comprendre comment le même homme qui m'avait appris à équilibrer un chéquier et à être à l'heure pouvait me regarder comme si j'étais une menace. À cet instant, il est devenu douloureusement clair que mon succès n'était pas quelque chose à célébrer. C'était quelque chose à gérer. À contrôler. À punir. Pendant que vous écoutez ceci, je ne peux m'empêcher de me demander où vous êtes en ce moment. Pour moi, cela s'est produit à la table de la salle à manger de mon enfance, fixant le même grain de bois que j'avais toujours connu, réalisant qu'il n'était plus un lieu sûr. Si quoi que ce soit de tout cela résonne en vous, j'espère que vous resterez avec moi et partagerez vos pensées au fur et à mesure. J'ai reculé lentement ma chaise. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas haussé la voix. Il n'y avait rien à dire qui aurait compté. Je sentais quelque chose se fermer en moi, comme une porte qui se verrouille enfin après être restée ouverte trop longtemps. J'ai dit à maman que je partais. Elle a tendu la main comme pour toucher mon bras, puis s'est arrêtée. Papa n'a pas détourné le regard. Claire n'avait toujours pas levé la tête. L'air froid dehors m'a frappé le visage comme une gifle. J'ai marché jusqu'à ma voiture en pilote automatique, le bruit de mes bottes crissant doucement sur l'allée. Je me suis assise au volant et j'ai regardé droit devant moi, les mains agrippant le volant si fort que mes jointures me faisaient mal. La maison brillait derrière moi, chaude et intacte, comme si rien ne s'était brisé à l'intérieur. Je n'ai pas regardé en arrière en partant. Le trajet de retour m'a semblé plus long qu'il n'aurait dû. Chaque feu rouge semblait personnel. Chaque panneau de rue familier me rappelait que j'avais grandi ici, construit ma vie ici, et que pourtant, je n'y avais pas ma place. Quand je suis arrivé à ma maison de ville, je suis resté assise dans l'allée un moment avant d'entrer. Cet endroit était à moi. Chaque mur, chaque latte de plancher, chaque coin tranquille existait parce que j'avais travaillé pour cela. J'ai déverrouillé la porte, suis entré dans le silence et l'ai laissé m'envelopper. C'était la première fois ce soir-là que je sentais que je pouvais respirer. Je me suis repassé les mots de papa encore et encore, essayant de leur trouver un sens. Voler. Avenir. Comme si l'opportunité était une tarte avec une seule part. Comme si mes années d'épargne et de sacrifice avaient en quelque sorte enlevé quelque chose à Claire au lieu de construire quelque chose pour moi-même. Comme si l'amour et le soutien étaient des ressources limitées qu'il fallait rationner stratégiquement. Ce qui faisait le plus mal n'était pas l'accusation elle-même. C'était la prise de conscience sous-jacente. Papa n'avait jamais vu mon indépendance comme une force. Il l'avait vue comme une permission. La permission de me donner moins. La permission d'attendre plus. La permission de traiter mes réussites comme facultatives, superflues, et maintenant, apparemment, nuisibles. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis resté allongé dans mon lit, écoutant le bourdonnement du chauffage, fixant le plafond, pensant à toutes les fois où l'on m'avait dit que je me débrouillais bien toute seule. Toutes les fois où j'avais cru que cela signifiait quelque chose de bon. Forte. Capable. Fiable. J'ai compris alors que pour papa, cela avait signifié tout autre chose. Au matin, mon téléphone était silencieux. Aucune excuse. Aucune explication. Aucun suivi. Juste le silence. Il semblait lourd, mais il semblait aussi honnête. Pour la première fois, j'ai cessé d'essayer de le traduire en quelque chose de plus gentil. Je ne savais pas encore que ce dîner n'était que le début. Je ne savais pas que d'ici une semaine, ce doigt pointé se transformerait en quelque chose de beaucoup plus froid et officiel. Mais alors que je me tenais dans ma cuisine, le café refroidissant dans ma tasse, la lumière du soleil entrant par mes propres fenêtres, j'ai eu une pensée étrange et troublante. Si papa était prêt à m'accuser comme ça devant tout le monde, il n'y avait aucune limite à ce qu'il pourrait faire pour protéger la version de l'avenir qu'il avait déjà décidé appartenir à quelqu'un d'autre. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus seulement de famille. Il s'agissait de contrôle. Et j'en avais fini de prétendre que je ne le voyais pas. Une fois cette pensée installée,
elle a commencé à libérer des souvenirs. Pas tous en même temps, mais lentement, comme de vieilles photographies qui glissent d'un tiroir que vous aviez oublié. Alors que je me tenais là, dans ma cuisine ce soir-là, le silence pesant de tous côtés, je me suis retrouvé à réfléchir à depuis combien de temps cette histoire se construisait vraiment. Bien avant les dîners de Noël et les doigts accusateurs. Bien avant les maisons de ville et les disputes d'adultes. Cela avait commencé quand nous n'étions que des enfants, à une époque où les enjeux étaient moindres, mais où les schémas étaient déjà établis. Claire avait toujours été une athlète. Même à l'école primaire, les professeurs parlaient de sa coordination, de sa concentration, de la façon dont elle se déplaçait sur un terrain avec une confiance qui semblait presque instinctive. Papa l'a remarqué très tôt. Il a tout remarqué à ce sujet. Il s'asseyait dans les gradins à chaque match, penché en avant, les coudes sur les genoux, les yeux rivés sur elle comme s'il regardait quelque chose de précieux prendre forme juste devant lui. Quand les autres parents applaudissaient poliment, papa analysait. Il parlait de potentiel. De plafond. De jusqu'où elle pourrait aller si elle avait le bon soutien. Je me souviens de la façon dont sa voix changeait quand il parlait d'elle. Elle était plus vive, plus énergique, comme s'il imaginait déjà une future version de notre famille qui tournerait autour de son succès. Il ne voyait pas seulement une enfant faire du sport. Il voyait un élan. Une possibilité. La preuve que tous ces sacrifices se transformeraient un jour en quelque chose de tangible. Au collège, le sport n'était plus seulement une activité. C'est devenu un plan. Claire jouait au football à l'automne et au volley-ball le reste de l'année. Les week-ends n'étaient plus libres. Ils étaient réservés des mois à l'avance avec des tournois dans les villes voisines et parfois dans d'autres États. Papa conduisait des heures sans se plaindre, le café refroidissant dans le porte-gobelet, la radio à faible volume, son attention fixée sur la route devant lui et l'avenir qu'il croyait l'attendre. Je me souviens être assise à l'arrière avec mes devoirs étalés sur mes genoux, essayant de lire à la lumière des lampadaires qui passaient. La voiture sentait toujours la restauration rapide et les sacs de sport. Je posais des questions sur mes devoirs, sur des projets ou des examens à venir, et papa hochait la tête distraitement, me disant que je trouverais bien une solution. Il disait toujours que j'étais doué pour trouver des solutions. Cela sonnait comme un compliment à l'époque. Je ne comprenais pas encore que c'était aussi une façon de m'écarter. L'argent a commencé à circuler dans une seule direction. Un entraînement privé quand les compétences de Claire stagnaient. Des camps spécialisés pendant l'été qui promettaient une visibilité auprès des bonnes personnes. Du nouveau matériel dès qu'il était recommandé, même si l'ancien équipement était à peine usé. Papa appelait ça un investissement. Il utilisait souvent ce mot, généralement tard le soir à la table de la cuisine, entouré de factures et d'enveloppes. Il disait qu'il fallait mettre les ressources là où elles produiraient des résultats. Il disait que disperser les choses ne menait jamais au succès. Parfois, je m'asseyais dans les escaliers, écoutant. Ne comprenant pas tout, mais sentant que ces conversations ne m'étaient pas vraiment destinées. Elle parlait d'avenir, de retour sur investissement et de choix intelligents. Elle ne parlait pas de sentiments. Quand j'avais besoin de quelque chose, la réponse était toujours la même. Nous nous concentrons sur ta sœur en ce moment. Toi, tu vas bien. Tu es indépendante. Tu n'as pas besoin d'autant. J'ai vite appris quelles demandes valaient la peine d'être faites et lesquelles ne l'étaient pas. De nouvelles chaussures pouvaient attendre. Les sorties scolaires étaient facultatives. Les extras étaient inutiles. Je me disais que c'était temporaire. Qu'une fois que Claire aurait réussi, les choses s'équilibreraient. Que c'était juste comme ça que les familles fonctionnaient. Je n'en voulais pas à Claire à l'époque. Au contraire, j'admirais sa discipline. Je voyais à quel point elle travaillait dur, combien de pression elle portait même en tant qu'adolescente. Je pensais que nous jouions simplement nos rôles. Le sien était visible. Le mien était silencieux. Au lycée, la pression autour de Claire s'est intensifiée. Des recruteurs venaient au match. Des entraîneurs serraient la main de papa. Les gens parlaient de bourses d'études à voix basse et sérieuse. Papa rayonnait quand il le faisait. Il présentait Claire à des inconnus avec fierté, énumérant ses statistiques, son éthique de travail, son dévouement. Il parlait de son avenir comme s'il était déjà écrit, comme si l'encre n'avait tout simplement pas encore séché. Je me tenais à côté d'eux, souriant poliment, écoutant ma sœur être décrite comme une start-up prometteuse dont tout le monde voulait une part. Personne ne me demandait ce qui m'intéressait. Personne ne me demandait où je voulais aller.
Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Que je n'étais pas celle qui subissait la pression. Papa a commencé à parler ouvertement de l'université étant prise en charge. Il disait que les bourses sportives étaient l'objectif. Il disait que c'était ainsi que les familles intelligentes faisaient. Je le croyais. Ou du moins, je voulais le croire. Je supposais que le moment venu, il y aurait aussi un plan pour moi. Peut-être pas aussi glamour, mais quelque chose. Après tout, je travaillais dur. Mes notes étaient bonnes. Je ne causais pas de problème. Cela devait sûrement compter pour quelque chose. Ça n'a pas été le cas. Quand il a été temps de regarder les universités, tout tournait autour du calendrier de recrutement de Claire. Les visites de campus étaient programmées en fonction des tournois. Les conversations sur les finances se concentraient sur la façon d'étirer un peu plus les choses pour la maintenir compétitive. Quand j'ai posé des questions sur mes propres options, papa m'a dit que les bourses étaient partout si on cherchait bien. Il a dit que j'étais intelligente et capable et que je retomberais sur mes pieds. Il l'a dit avec confiance, comme si cela le dégageait de toute responsabilité de m'aider. Puis les offres de bourse ne sont pas venues. Pas les grosses. Pas celles sur lesquelles papa avait compté. Claire a reçu de l'intérêt, des encouragements, des promesses vagues, mais rien qui n'assurait l'avenir dont papa avait été si certain. Je l'ai regardé refuser de l'accepter. Il a blâmé le système. Les entraîneurs. Le timing. Il a dit qu'elle était une tare venue. Il a dit que la bonne opportunité allait encore arriver. Au lieu de reculer, il a redoublé d'efforts. Plus d'entraînement. Plus de voyages. Plus d'argent. Papa parlait de patience et de persévérance, de la façon dont les investissements prenaient parfois plus de temps à rapporter. Il disait que renoncer maintenant serait stupide. Maman hochait la tête, anxieuse mais docile. Claire avait l'air épuisée, portant des attentes qu'elle n'avait jamais demandées, piégée entre le désir de plaire à papa et le désir de respirer. J'ai commencé à travailler à cette époque. À temps partiel d'abord, puis plus d'heures dès que je le pouvais. Je remplissais les étagères. Je tenais la caisse. Je prenais les quarts de travail que personne d'autre ne voulait. J'achetais mes propres vêtements. Je payais mes propres fournitures scolaires. Je ne me plaignais pas. Je pensais que c'était ce que signifiait être la responsable. Chaque chèque de paie me semblait être la preuve que je faisais ce qu'il fallait. Que je gagnais ma place. Mais la vérité était plus difficile à admettre. Plus je devenais autonome, plus il était facile pour papa de justifier de me donner moins. Mon indépendance n'était pas admirée. Elle était utilisée. Elle est devenue la raison pour laquelle j'étais négligé. L'excuse pour laquelle les ressources passaient à côté de moi pour se poser ailleurs. Il y a une nuit dont je me souviens clairement. Papa était assis à table avec une pile de papier, parlant à voix haute de budget et de priorités. Il disait qu'il fallait savoir où placer son argent si on voulait un retour. Il disait que les familles n'étaient pas différentes des entreprises à cet égard. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, écoutant, et quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé qu'il ne parlait pas de nous en tant qu'enfants. Il parlait d'actifs. Dans ce cadre, Claire était l'option à haut risque et haute récompense. J'étais la stable. Fiable. Peu d'entretien. Pas excitante. Pas la peine de parier sur moi. Il a fallu des années pour que cette compréhension s'installe complètement, mais une fois que ce fut le cas, je ne pouvais plus le dévoir. Chaque décision, chaque conversation, chaque légère offense s'alignait sur cette logique. Papa n'avait pas choisi Claire parce qu'il l'aimait plus. Il l'avait choisie parce qu'il croyait qu'elle rapporterait. Et j'avais été mise de côté parce que je m'appartenais déjà. Debout dans ma cuisine ce soir-là après Noël, cette prise de conscience semblait plus lourde que n'importe quelle accusation. Je n'avais rien volé à ma sœur. J'avais simplement refusé de rester assez petite pour protéger un investissement qui n'était jamais censé m'inclure. Je me suis versé un verre d'eau et me suis appuyé contre le comptoir, laissant les souvenirs aller et venir. Il y avait de la tristesse, oui, mais aussi de la clarté. Pour la première fois, je comprenais les règles du jeu auquel j'avais joué sans jamais y avoir consenti. Et une fois que vous comprenez les règles, vous pouvez enfin décider si vous êtes prêt à continuer à jouer. Pour moi, cette décision avait été prise bien avant que je sache que je la prenais. J'ai commencé à travailler à 16 ans, non pas parce que quelqu'un m'avait dit que je devais le faire, mais parce que compter sur moi-même me semblait plus sûr que d'attendre un soutien qui pourrait ne jamais venir.
L'indépendance n'était pas de la rébellion. C'était une assurance. Mon premier emploi était dans une petite épicerie non loin de chez nous. Le genre d'endroit où les allées étaient étroites et les mêmes clients venaient chaque semaine. Je travaillais le soir après l'école et de longs quarts de travail le week-end, emballant les courses, nettoyant les comptoirs, réapprovisionnant les étagères, apprenant à sourire même quand mes pieds me brûlaient et que ma tête me lançait à cause des devoirs inachevés. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête, et l'odeur de produits de nettoyage s'accrochait à mes vêtements longtemps après que j'ai pointé. Le salaire était modeste, à peine suffisant pour sembler significatif, mais il était à moi. Cela comptait plus que je ne pouvais l'expliquer à l'époque. J'ai vite appris à quel point il était différent de gagner quelque chose soi-même. Comment donner de l'argent pour lequel on avait travaillé rendait chaque achat plus lourd. J'ai arrêté de demander des choses presque sans m'en rendre compte. Non pas parce qu'on me disait non, mais parce que je ne voulais plus entendre le rappel que les ressources allaient ailleurs. Je rentrais tard à la maison, les épaules endolories, j'enlevais mon uniforme, le jetais dans la lessive, et m'asseyais à la table de la cuisine avec mes livres étalés devant moi. Papa était souvent là aussi, entouré de paperasses, griffonnant des notes, passant des appels concernant le programme d'entraînement de Claire ou le prochain tournoi. Sa voix avait une concentration aiguë quand il parlait d'elle. Horaire, lieu, coût, prochaines étapes. Il levait à peine les yeux quand j'entrais. Parfois, il demandait comment allait le travail, plus par habitude que par intérêt. Je disais toujours que ça allait. Bien, était plus facile que d'expliquer à quel point j'étais fatigué, ou à quel point tout semblait lourd même à 16 ans. Bien, signifiait que je n'avais pas à prendre de place. Chaque chèque de paie allait directement sur un compte d'épargne que j'avais ouvert moi-même. Je payais mes propres vêtements, mes fournitures scolaires, mes photos de fin d'études. J'ai appris à étirer $1 jusqu'à ce qu'il semble mince. J'ai appris à dire non aux invitations parce que j'avais besoin des heures de travail. Pendant que mes amis parlaient de leurs projets du week-end, je vérifiais mon emploi du temps. Pendant qu'ils s'inquiétaient des robes de bal, je m'inquiétais de l'argent pour l'essence. Je me disais que c'était ça, la responsabilité. Je le portais comme un signe, même quand ça me blessait. En même temps, les dépenses autour de Claire n'ont fait qu'augmenter. Du nouvel équipement apparaissait régulièrement. Les chaussures étaient remplacées avant d'être usées. Des camps spéciaux pendant l'été qui promettaient une visibilité auprès des bons entraîneurs. De longs trajets pour des compétitions qui engloutissaient des week-ends entiers. Papa traitait chaque dépense comme une étape nécessaire vers quelque chose d'inévitable. Il parlait d'élan, de ne pas perdre de terrain. Quand maman hésitait et mentionnait le coût, papa balayait ses inquiétudes d'un revers de main. Il disait qu'on ne pouvait pas hésiter quand on construisait quelque chose d'important. Il disait que reculer trop tôt était la façon dont les gens échouaient. J'ai observé tout cela de la touche. J'étais fier de Claire à ma manière silencieuse. Je voyais à quel point elle travaillait dur, à quel point elle était épuisée, combien de pression vivait derrière ses yeux même quand elle souriait. Elle portait des attentes qu'elle n'avait jamais demandées. Mais je voyais aussi le déséquilibre. Chaque fois que j'atteignais une étape importante, cela passait sans commentaire. De bonnes notes étaient attendues. De longues heures de travail étaient normales. Mon indépendance est devenue un bruit de fond. Ce n'était plus quelque chose que quiconque remarquait. C'était simplement supposé. Au moment où nous sommes arrivés au lycée, le fossé semblait permanent. La saison des candidatures universitaires est arrivée comme une tempête, mais seulement pour l'une de nous. Papa parlait sans cesse des options de Claire. Quel programme correspondait le mieux à son sport? Quels entraîneurs pourraient encore être intéressés? Il passait des appels, envoyait des emails, tenait des réunions à la table de la cuisine qui se prolongeait tard dans la nuit. Des papiers étaient étalés partout, des calendriers marqués, des plans ajustés. L'avenir semblait encombré de son nom. Quand j'ai posé des questions sur mes propres projets, papa a à peine fait une pause. Il a dit que j'irais bien. Il a dit que des bourses existaient pour des étudiants comme moi. Il a dit que j'étais capable et que je n'avais pas besoin qu'on me tienne la main. Il l'a dit avec confiance, comme si le croire le rendait vrai. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la confiance pouvait aussi être une façon de se dérober. J'ai postulé à des écoles toute seule. Rempli des formulaires tard le soir après le travail. Écrit des dissertations pendant que la maison dormait. Je n'ai pas demandé d'aide pour les candidatures ou les frais. Je pensais que cela faisait partie de la preuve de ma valeur. Quand les lettres d'acceptation sont arrivées, je les ai ouvertes seule dans ma chambre, assise sur le bord de mon lit,
les repliant tranquillement dans leurs enveloppes. Il n'y a pas eu de célébration. Pas de discussion sur la logistique. J'ai appris à contenir mon excitation, à la rendre assez petite pour ne déranger personne. Puis est venue la nouvelle que papa redoutait. Claire n'a pas reçu la bourse sur laquelle il avait compté. Il y a eu des offres, de l'intérêt, des encouragements, mais rien qui n'assurait l'avenir qu'il avait déjà construit dans son esprit. Je me souviens clairement de cette nuit-là. Papa était assis à table, fixant une lettre, la mâchoire serrée. Maman a essayé d'adoucir le moment, disant que les choses s'arrangeraient. Claire était assise raidement, les yeux baissés, se préparant déjà à la déception. Papa a refusé de l'accepter. Il a blâmé le système, les entraîneurs, le timing. Il a dit qu'elle était négligée. Il a dit que cela ne changeait rien. Au lieu de reculer, il a poussé plus fort. Plus d'entraînement. Plus de voyages. Plus d'argent. Il a parlé de développement tardif et de stratégie à long terme. Il a dit que renoncer maintenant serait irresponsable. J'ai regardé Claire hocher la tête, essayant d'avoir l'air forte, même si le poids de ses attentes pesait sur ses épaules. C'est là que quelque chose a fait tilt en moi. L'échec n'était pas une option pour elle, non pas parce qu'elle serait punie, mais parce que papa avait trop investi. Son succès était lié à son sens du but, à sa conviction que tout ce sacrifice finirait par payer. Mon chemin, en revanche, ne nécessitait aucune justification de ce type. Je me gérais déjà. Je subvenais déjà à mes besoins. Je prouvais déjà que je n'avais pas besoin de grand-chose. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec de bonnes notes et un sentiment d'accomplissement discret. Papa m'a serré la main. Maman m'a serré dans ses bras. Il n'y a pas eu de fête. Pas de discours sur leur fierté. Cette énergie était réservée à la prochaine saison de Claire, à sa prochaine chance. J'ai commencé l'université tout en travaillant plus d'heures, jonglant avec les cours et les quarts de travail, apprenant à fonctionner avec très peu de sommeil. J'ai payé mes frais de scolarité en plusieurs fois. J'ai acheté des manuels d'occasion. J'ai préparé des déjeuners pour économiser de l'argent. J'ai regardé d'autres étudiants se déplacer sur le campus avec des filets de sécurité parentaux que je n'avais pas, et je me suis dit de ne pas les envier. Les gens me disaient parfois qu'ils admiraient ma détermination. Je souriais et les remerciais, mais à l'intérieur, je me sentais étrangement vide. L'admiration n'apportait pas de soulagement. Elle ne rendait pas les choses plus faciles. Elle ne faisait que renforcer l'idée que l'on attendait de moi que je continue sans soutien. Chaque fois que je rentrais à la maison, le schéma était le même. Les conversations se concentraient sur Claire. Sur ses progrès. Sur la suite. Papa posait des questions sur mes cours de temps en temps, mais il n'y avait aucune curiosité, aucun suivi. Je faisais ce que j'étais censé faire. Dans son esprit, cela signifiait que je n'avais plus besoin d'attention. L'injustice ne m'a pas frappé d'un seul coup. Elle s'est installée lentement, comme la poussière sur des meubles que l'on ne remarque plus jusqu'à ce qu'elle recouvre tout. Je me disais que c'était temporaire. Une fois que les choses se stabiliseraient, une fois que Claire aurait trouvé ses marques, il y aurait aussi de la place pour moi. Mais la place n'est jamais venue. Quand Claire a finalement accepté une offre universitaire sans la bourse que papa voulait, il l'a présentée comme une pause stratégique. Il a dit que ce n'était qu'une autre étape. Il a dit que des opportunités viendraient plus tard. Il a dit qu'il devait juste continuer à la soutenir. J'écoutais depuis l'embrasure de la porte, sentant quelque chose se durcir en moi. J'ai réalisé alors qu'il y aurait toujours une raison. Toujours un autre investissement. Toujours une autre excuse. J'ai terminé mon diplôme tout en travaillant presque à temps plein. J'ai assisté à ma remise de diplôme avec un sentiment de soulagement plutôt que de célébration. Papa n'est pas venu. Il a dit qu'il avait un empêchement. Maman a pris des photos. Claire m'a envoyé un SMS de félicitations entre 2 entraînements. C'est tout. Le prix de mon indépendance n'était pas seulement l'épuisement ou les expériences manquées. C'était la lente compréhension qu'aucun effort ne me vaudrait jamais la même considération. Je n'échouais pas. Je réussissais d'une manière qui ne correspondait pas au modèle de papa. La nuit où j'ai pleinement compris cela, je me suis assise seule dans mon petit appartement, entouré de meubles de seconde main et de vaisselle dépareillée, et j'ai ressenti 2 choses à la fois. La fierté de ce que j'avais construit de mes propres mains. Et la tristesse pour la reconnaissance qui ne viendrait jamais de la seule personne de qui je l'avais inconsciemment espéré. Mais même alors, je n'ai pas arrêté.
J'ai continué à travailler. Continué à économiser. Continué à avancer. Parce que si je devais de toute façon être seul, autant construire quelque chose qui m'appartiendrait entièrement. Cette pensée m'est restée alors que les années passaient. Elle ne criait pas. Elle n'exigeait pas d'attention. Elle s'est installée en arrière-plan de ma vie comme un pouls régulier, quelque chose que je pouvais sentir même quand je n'y pensais pas consciemment. J'ai travaillé à temps plein après l'obtention de mon diplôme, puis j'ai pris des quarts de travail supplémentaires chaque fois que je le pouvais. J'ai vécu en dessous de mes moyens sans appeler cela un sacrifice. Petit appartement. Meubles de seconde main. Repas planifiés en fonction des soldes de la semaine. Je ne parlais d'objectifs à long terme à personne, même pas à moi-même à voix haute, mais chaque décision que je prenais penchait tranquillement dans la même direction. Je voulais un endroit à moi. Quelque chose de solide. Quelque chose que personne ne pourrait m'enlever, peu importe à quel point ils étaient déçus ou à quel point ils voulaient que je réorganise ma vie pour quelqu'un d'autre. Acheter une maison n'était pas une idée soudaine. Elle a grandi lentement, patiemment, de la même manière que mon indépendance l'avait toujours fait. Tard le soir, après de longues journées de travail, je m'asseyais sur mon canapé avec mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, faisant défiler les annonces. J'ai appris les quartiers comme d'autres apprennent les passe-temps. J'ai remarqué des tendances. Des prix. Ce qui restait sur le marché. Ce qui disparaissait rapidement. J'ai mis en favori des endroits que je ne pouvais pas encore me permettre et d'autres qui semblaient possibles si je continuais à économiser. Je me suis appris le langage des prêts immobiliers de la même manière que je m'étais tout appris. Silencieusement et seul. J'ai pris des rendez-vous dans des banques pendant mes pauses déjeuner. Je me suis assise en face de conseillers en prêt qui expliquaient les taux d'intérêt et les acomptes d'une voix calme et exercée. Je hochais la tête, posais des questions et prenais des notes. Je n'ai jamais mentionné ma famille. Je ne l'ai jamais présenté comme un rêve. Je l'ai traité comme un plan, parce que les plans semblaient plus sûrs que les espoirs. Il y a eu des moments où le doute s'est insinué. Des nuits où je me demandais si j'étais imprudente. Si je devais attendre. Si je devais rester flexible au cas où mes parents auraient besoin de moi. Cette pensée surgissait automatiquement, comme un vieux réflexe. Puis je me souvenais de chaque fois où attendre n'avait signifié qu'être laissé pour compte. Quand j'ai finalement trouvé la maison de ville, elle n'avait pas l'air impressionnante. Pas de la manière que les gens imaginent quand ils parlent d'acheter une propriété. Extérieur en briques. Escaliers étroits. 2 chambres qui semblaient modestes plutôt que grandioses. Un petit patio clôturé au lieu d'un jardin. Mais au moment où je suis entré, quelque chose dans ma poitrine s'est desserré. La lumière dans le salon entrait doucement et régulièrement par les fenêtres. Le quartier était calme. Pas vide, juste calme. Assez proche du travail pour être pratique, assez loin de tout le reste pour sentir une limite. Je l'ai parcouru lentement, pièce par pièce, imaginant des meubles. Imaginant des matins. M'imaginant déverrouiller la porte à la fin de la journée et savoir que tout ce qui attendait de l'autre côté m'appartenait. Pas d'explication. Pas de négociation. Pas de justification. Le jour où j'ai signé les papiers, mes mains tremblaient un peu. Pas de peur, mais à cause du poids de l'événement. Des années d'épargne. Des années de retenue. Des années à me dire non avaient mené à ce moment. Quand les clés ont été placées dans ma paume, froide et solide, j'ai senti quelque chose s'ouvrir en moi. Soulagement. Fierté. Une sorte de calme que je n'avais jamais connu auparavant. Je me suis assise dans ma voiture après et je les ai juste tenus, laissant la réalité s'installer. J'avais fait ça toute seule. Entièrement seule. J'ai attendu quelques jours avant de le dire à mes parents. Non pas parce que je voulais le cacher, mais parce que je voulais que le moment soit d'abord à moi. Je voulais en profiter sans avoir à me préparer immédiatement à la réaction de quelqu'un d'autre. Quand je leur ai dit, c'était pendant un dîner. De manière décontractée. Factuelle. J'ai dit que j'avais acheté un logement et que j'allais bientôt emménager. Papa n'a pas souri. Il s'est penché en arrière dans sa chaise, les bras croisés sur sa poitrine, les yeux se plissant légèrement. Il m'a demandé comment j'avais réussi. J'ai expliqué simplement. Épargne. Planification. Un emploi stable. J'attendais des questions sur le quartier, l'agencement, si je l'aimais. Au lieu de cela, il est resté silencieux un moment, puis a dit que j'avais agi trop vite. Il a dit qu'il y avait un plan.
Il a dit que le timing comptait. Il a dit que des décisions comme ça affectaient toute la famille. Les mots ont atterri étrangement, comme s'ils appartenaient à une conversation différente de celle que je pensais que nous avions. Je lui ai rappelé gentiment que c'était mon argent et ma décision. Il a secoué la tête. Il a dit que ce n'était pas la question. Selon papa, la famille était toujours dans une phase d'attente. Claire était encore en train de trouver sa voie. Ses opportunités n'étaient pas perdues, juste retardées. Il a dit que les ressources devaient rester flexibles. Il a dit que mon achat d'une maison envoyait le mauvais message. Cela suggérait que je me donnais la priorité alors que la famille devait rester concentrée. Je lui ai demandé d'expliquer ce que cela signifiait. Il a dit que j'avais pris de l'avance sur le calendrier. Il a dit que j'aurais dû attendre. Il a dit que des gestes comme ça rendaient plus difficile pour Claire de rattraper son retard. Maman était assise silencieusement à côté de lui, les mains jointes sur ses genoux, les yeux allant de l'un à l'autre sans jamais se poser nulle part. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il s'inquiétait pour moi. Pour la responsabilité. Pour le risque. Mais alors qu'il continuait à parler, cette illusion s'est effondrée. Son inquiétude n'était pas de savoir si je pouvais gérer la propriété d'une maison. C'était ce que mon indépendance représentait. Un changement. Une perturbation. Une perte de contrôle. Il a dit que l'argent que je mettais dans ma maison aurait pu être utile ailleurs. Il a dit qu'il y avait encore des camps et des programmes que Claire pourrait essayer. Il a dit que des dépenses imprévues survenaient. Il a dit que les familles devaient penser à long terme. C'est là que j'ai compris qu'il ne parlait pas du tout de mon avenir. Il parlait du sien. Ma maison n'était pas une étape importante pour lui. C'était une mauvaise allocation. La preuve que je ne jouais plus le rôle qui m'était assigné. Quelque chose s'est durci dans ma poitrine. Pas de la colère. Pas encore. De la clarté. Pour la première fois, j'ai vu la structure de notre famille sans le flou émotionnel. Elle n'était pas construite sur l'équité ou l'affection. Elle était construite sur la stratégie. Sur le retour sur investissement. Sur qui était censé livrer quelque chose de valeur. J'ai dit à papa que j'étais fier de ce que j'avais fait. Je lui ai dit que j'avais travaillé pour cela et que je le méritais. Il a de nouveau secoué la tête, la frustration brillant sur son visage. Il a dit que j'avais une vision à court terme. Il a dit que je ne comprenais pas la situation dans son ensemble. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Je comprenais parfaitement la situation dans son ensemble. C'est juste qu'elle ne m'incluait pas. La conversation s'est terminée maladroitement. Pas de félicitations. Pas de questions sur les dates d'emménagement. Pas de curiosité. Quand je suis parti cette nuit-là, l'air semblait plus lourd, mais je n'étais pas surprise. La réaction correspondait trop bien à un schéma qui avait façonné ma vie pendant des années. Emménager dans ma maison de ville a été l'une des expériences les plus heureuses et les plus solitaires de ma vie. J'ai déballé les cartons lentement, plaçant chaque objet avec soin. J'ai peint les murs moi-même, choisissant des couleurs qui me semblaient calmes et ancrées. Je me suis assise par terre en mangeant des plats à emporter parce que je n'avais pas encore de table à manger et j'ai ri aux éclats de la simplicité de la chose. Cet espace ne me jugeait pas. Il ne mesurait pas ma valeur. Il ne me demandait pas d'attendre. Papa n'est pas venu le voir. Ni maman. Claire m'a envoyé un texto pour me demander à quoi ça ressemblait. Je lui ai envoyé une photo du salon avec la lumière de l'après-midi qui se déversait sur le sol. Elle a répondu avec un cœur. C'est tout. Au fil des semaines, papa a fait de petites remarques qui en révélaient plus qu'il ne le voulait probablement. Il a mentionné les coûts. Il a mentionné à quel point les choses étaient difficiles pour Claire. Il a mentionné les sacrifices. Chaque remarque portait le même message sous-jacent. Ma stabilité était gênante. Mon succès était prématuré. J'ai commencé à remettre en question des choses que je n'avais jamais remises en question auparavant. Y avait-il jamais vraiment eu de place pour moi dans leur vision de l'avenir? Mon rôle avait-il toujours été d'attendre tranquillement pendant que quelqu'un d'autre poursuivait un rêve en mon nom? Un soir, après un autre appel téléphonique tendu, je me suis assise sur les marches de mon patio et j'ai regardé le soleil plonger sous les toits voisins. L'air était frais. La rue était calme. Les lumières des porches s'allumaient une par une. J'ai pensé à tout ce que j'avais construit sans permission et sans applaudissement. C'est alors que la vérité s'est finalement installée. Papa n'était pas en colère parce que j'avais acheté une maison.
Il était en colère parce que j'étais sorti du système qu'il avait créé. J'avais fait un geste qu'il ne pouvait pas contrôler. Et ce faisant, j'avais exposé quelque chose qu'il ne voulait pas affronter. Je n'avais jamais été en retard. J'avais juste été sur un chemin différent. Un chemin qui ne servait pas son plan. Alors que la lumière s'estompait et que le soir m'enveloppait, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de résolution. Je ne savais pas ce qui allait suivre. Mais je savais ceci, quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas retourner à prétendre que ma vie avait besoin d'une approbation pour avancer. Et pour la première fois, cette pensée ne m'a pas fait peur. Ce que je n'attendais pas, c'est la rapidité avec laquelle la peur reviendrait sous une forme différente. Pas bruyante. Pas dramatique. Juste un coup discret qui a changé la forme de tout. C'est arrivé une semaine après Noël. Je me souviens clairement de la journée car rien ne l'a distingué au début. Une matinée grise avec des nuages bas pressant contre les fenêtres. Mon café est resté intact sur le comptoir assez longtemps pour refroidir. Je travaillais de chez moi, répondant à des emails, écoutant à moitié le bourdonnement régulier du chauffage qui s'allumait et s'éteignait. Cela ressemblait à une journée de travail ordinaire, le genre que l'on oublie dès qu'elle est terminée. Quand on a sonné à la porte, j'ai supposé que c'était une livraison. J'attendais une petite étagère que j'avais commandée. Quelque chose de simple. Quelque chose de sûr. Je me souviens avoir pensé à l'endroit où je la mettrais, si elle irait contre le mur du salon ou si elle serait mieux dans la chambre d'amis. L'homme à la porte était poli et efficace. Il m'a demandé mon nom. Je l'ai confirmé. Il m'a tendu une enveloppe épaisse et m'a demandé de signer sur une petite tablette électronique. Je l'ai fait, distraite, déjà à moitié tournée vers l'intérieur de la maison. Il m'a remercié et s'en est allé. J'ai fermé la porte et je suis resté là un moment avec l'enveloppe dans les mains, ressentant un malaise que je ne pouvais pas tout à fait situer. L'enveloppe semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Je l'ai ouverte sur le comptoir de la cuisine. Le papier à l'intérieur était rigide et formel, du genre qui ne se plie pas facilement. Au début, les mots ne m'ont pas frappé. Le langage juridique a une façon de vider l'émotion du sens, de rendre tout distant et technique. J'ai parcouru des lignes sur la juridiction, les réclamations et les dommages-intérêts. Mes yeux se déplaçaient sans comprendre. Puis j'ai vu le nom de papa. Puis le mien. Puis celui de Claire. La pièce a semblé basculer légèrement, comme si mon équilibre avait changé alors que je n'avais pas bougé. Je me suis agrippé au bord du comptoir pour me stabiliser et j'ai relu, plus lentement cette fois. Papa me poursuivait en justice. Pas une menace. Pas d'avertissement. Pas une dispute. Une poursuite. La plainte indiquait que ma décision d'acheter ma maison de ville avait causé un préjudice financier à ma sœur. Qu'en agissant de manière indépendante et hors séquence, j'avais interféré avec ses opportunités futures. Que je devais une indemnisation pour les dommages liés au potentiel perdu et aux ressources familiales. Je me suis assise sur la chaise de la table, mes mouvements prudents, délibérés. Mes mains tremblaient maintenant, pas violemment, mais assez pour que je doive les presser à plat contre le bois pour les calmer. J'ai relu le document depuis le début, me forçant à assimiler chaque mot. Chaque phrase semblait plus froide que la précédente. Ce n'était pas écrit avec colère. C'était écrit délibérément. Soigneusement. Comme si quelqu'un avait pris le temps de traduire le ressentiment en quelque chose d'officiel et d'irréversible. J'ai eu la nausée. La trahison n'est pas arrivée avec des cris ou des portes claquées cette fois. Elle est venue imprimée sur du papier blanc, livrée par un inconnu, soutenu par l'autorité du système juridique. Papa n'avait pas appelé. Il ne m'avait pas prévenu. Il n'avait pas essayé de discuter. Il était allé directement voir un avocat. J'ai repensé au dîner de Noël, à la façon dont il m'avait pointé du doigt de l'autre côté de la table, aux mots qu'il avait choisis. À l'époque, je m'étais dit que c'était émotionnel. Un dérapage. Quelque chose qui se calmerait avec le temps. Cela prouvait le contraire. Cette explosion n'avait pas été la fin de quelque chose. C'en avait été le début. Ce n'était pas un moment. C'était un plan. J'ai d'abord appelé maman. Le téléphone a sonné plus longtemps que d'habitude avant qu'elle ne réponde. Quand elle l'a finalement fait, sa voix semblait tendue, prudente, comme si elle choisissait chaque mot avant de le laisser sortir. Elle a dit qu'elle savait que ça allait arriver. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment l'arrêter. Elle a dit que papa sentait qu'il n'avait pas le choix. Pas le choix.
Elle a dit qu'il croyait faire ce qui était le mieux pour la famille. Elle a dit qu'il essayait de protéger Claire. Je lui ai demandé si elle comprenait ce que cela signifiait pour moi. La ligne est restée silencieuse. Je pouvais entendre sa respiration, lente et superficielle. Elle a dit qu'elle espérait que ça n'irait pas trop loin. J'ai mis fin à l'appel avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Je n'ai pas appelé papa. Pas à ce moment-là. J'avais besoin d'espace pour comprendre ce que je ressentais avant d'essayer de parler. La colère était là, vive et immédiate, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus lourd. La déception. Le chagrin. La lente prise de conscience que la ligne que je pensais exister entre un conflit familial et quelque chose d'impardonnable venait d'être franchie. J'ai relu la plainte, cette fois plus attentivement. Le langage me présentait comme imprudente. Égoïste. Perturbatrice. Il décrivait mon indépendance comme un problème qui devait être corrigé. Je n'étais pas décrite comme une fille. J'étais décrite comme une variable qui avait faussé une équation. C'est là que ça m'a vraiment frappé. Papa n'était pas seulement en colère. Il essayait de réaffirmer son contrôle. La maison n'était pas le problème. C'était le fait que j'avais pris une décision permanente sans son approbation et sans tenir compte de la hiérarchie en laquelle il croyait. Le procès ne concernait pas l'argent. Il s'agissait de punition. J'ai appelé une amie et lui ai demandé de venir. J'avais besoin d'une autre personne dans la pièce, d'une autre voix, pour me rappeler que c'était réel. Que je ne me méprenais pas sur la situation. Elle est arrivée dans l'heure, son manteau encore sur le dos, l'inquiétude lisible sur son visage. Elle a lu les papiers lentement, ses sourcils se levant de plus en plus haut à chaque page. Elle a demandé si c'était une blague. J'ai secoué la tête. Elle a demandé si papa était sérieux. J'ai hoché la tête. Entendre quelqu'un d'autre prononcer son nom avec incrédulité a fait craquer quelque chose en moi. Je me suis sentie exposée. Honteuse. Comme si j'avais d'une certaine manière échoué en croyant que ma famille n'irait jamais aussi loin. L'après-midi s'est écoulé dans un flou. J'ai annulé des réunions. J'ai laissé les emails s'accumuler sans réponse. Je me suis assise sur mon canapé, fixant le mur, rejouant chaque conversation de l'année écoulée, cherchant un signe avant-coureur que j'aurais pu ignorer. Il n'y en avait aucun. Papa avait simplement décidé que si je ne restais pas à ma place de mon plein gré, il m'y forcerait. Le soir, le choc a commencé à se durcir en autre chose. De la clarté. J'ai commencé à passer des appels. Pas des appels émotionnels. Des appels pratiques. J'ai cherché des avocats. J'ai posé des questions. J'ai pris des notes. J'ai noté des échéances et des étapes. Le calme qui s'est installé en moi m'a surprise. J'ai réalisé que je m'étais préparé à cela toute ma vie, mais pas de la manière que papa attendait. Cette nuit-là, je l'ai finalement appelé. Il a répondu rapidement, comme s'il l'attendait. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit que ce n'était pas personnel. Il a dit qu'il s'agissait d'équité. Il a dit que j'avais bénéficié d'une stabilité que Claire n'avait pas eue. Il a dit que les familles devaient parfois prendre des décisions difficiles pour corriger les déséquilibres. Je lui ai dit que je n'avais jamais rien pris de lui. Que j'avais travaillé pour tout ce que je possédais. Il a dit que ce n'était pas la question. Il a dit que mon succès avait des conséquences, que cela me plaise ou non. Il n'y avait aucune excuse. Aucune hésitation. Juste de la certitude. Quand l'appel s'est terminé, je me suis assise seule dans le salon sombre et j'ai laissé le poids de la situation s'installer. J'ai senti quelque chose changer à nouveau en moi, plus silencieux que la peur, plus stable que la colère. L'acceptation. Pas de ce qu'il avait fait, mais de qui il était prêt à être. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai fait du café. J'ai étalé les papiers juridiques sur la table et les ai lus une dernière fois. Pas comme une fille espérant la compréhension, mais comme une femme se préparant à se défendre. Le langage ne semblait plus abstrait. Il semblait pointu. Intentionnel. Le moment n'est pas venu avec des voix fortes ou des gestes dramatiques. Il est venu avec une seule pensée claire. Aux yeux de mon père, je n'étais pas une personne qui avait construit une vie. J'étais un problème à résoudre. Et une fois que vous vous voyez de cette façon dans l'histoire de quelqu'un d'autre, vous savez que vous ne pourrez jamais retourner à prétendre que la relation est quelque chose qu'elle n'est pas. J'ai plié les papiers soigneusement et les ai placés dans un dossier. Je n'ai pas pleuré.
Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cherché à arranger les choses. J'ai simplement compris que ce qui allait suivre ne serait pas résolu par le silence ou la conformité. Ce n'était plus un désaccord familial. C'était un combat juridique. Et que je le veuille ou non, j'étais déjà dedans. Et maintenant, cette préparation avait un but. Mais ce but ne rendait pas les nuits plus faciles. Une fois que le choc du procès s'est transformé en quelque chose de plus permanent, il a commencé à s'infiltrer dans les espaces calmes de ma vie. Les endroits où je me sentais habituellement en sécurité. Les petits matins. Les fins de soirée. Entre les moments où il n'y avait rien pour me distraire de mes propres pensées. J'ai commencé à me réveiller avant mon réveil, le cœur déjà battant, la poitrine serrée comme si j'avais couru dans mon sommeil. Mon esprit s'accrochait à des phrases de la plainte et les rejouait en boucle. Perte d'opportunité. Ressources familiales. Résultats équitables. Des mots qui semblaient propres et neutres sur le papier, mais qui portaient un poids vif et personnel quand je pensais à ce qu'ils signifiaient vraiment. Ils signifiaient que mon père avait regardé ma vie et décidé qu'elle devait être corrigée. J'ai revu Patrick plus tard cette semaine-là. Son bureau me semblait familier maintenant. Le même art neutre sur les murs. Le même professionnalisme tranquille. Cette fois, ces questions allaient plus loin, pas indiscrètes, juste précises d'une manière qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Quand avais-je commencé à travailler? Combien d'heures par semaine? Quel type de revenus? Combien de soutien financier avais-je reçu de mes parents après mes 16 ans? Avais-je déjà vécu chez eux sans payer de loyer en tant qu'adulte? Papa avait-il déjà co-signé un prêt, payé une facture, couvert des frais de scolarité, aidé avec le loyer, les courses, les paiements de la voiture? Chaque réponse venait facilement. Non. 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 Patrick hochait la tête en écrivant, son stylo se déplaçant régulièrement sur la page. Il ne réagissait pas émotionnellement, ce que j'appréciais. Il a dit que les juges aimaient les schémas. La cohérence. Les chronologies claires. Il a dit que ma situation était exceptionnellement bien documentée pour quelqu'un de mon âge. Puis il a fait une pause et m'a regardé. Il a dit que cela ne signifiait pas que ce serait facile. Les affaires familiales, a-t-il expliqué, ont tendance à déteindre sur tout le reste. Elles suscitent des émotions que les faits seuls ne peuvent pas entièrement contenir. Même lorsque la loi est claire, le processus peut toujours sembler brutal. Il voulait que je sois préparé à cela. Il avait raison. Une fois que les gens autour de moi ont su ce qui se passait, l'atmosphère a changé de manière subtile. Une collègue a demandé si tout allait bien, puis s'est immédiatement excusée d'avoir posé la question, comme si elle avait franchi une ligne invisible. Un voisin m'a proposé de garder un colis pour moi afin que je n'aie pas à ouvrir la porte si quelqu'un se présentait à nouveau de manière inattendue. Même les petites gentillesses semblaient lourdes. Pas malvenues, mais chargées. Comme des rappels que quelque chose avait mal tourné d'une manière qui ne pouvait pas être proprement cachée. À la maison, mon salon a commencé à ressembler lentement à des archives. Des piles de documents étiquetés par année. Des enveloppes triées par emploi. J'ai sorti des dossiers de boîtes que je n'avais pas ouvertes depuis des années. D'anciennes déclarations d'impôts. Des fiches de paie d'endroits où je me souvenais à peine avoir travaillé. Un restaurant près du campus où j'ai appris à équilibrer des plateaux et à sourire malgré l'épuisement. Un magasin de détail où je suis resté plus longtemps que je n'aurais dû parce que les heures étaient fiables et que le directeur me laissait prendre des quarts supplémentaires. Chaque morceau de papier portait un souvenir. Des nuits tardives. Des pieds endoloris. De la fierté. La satisfaction tranquille de savoir que je payais mon propre chemin. À l'époque, ces moments m'avaient semblé petits et nécessaires. En les regardant maintenant, étalés sur mon sol, j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu une chronologie d'endurance. J'ai trouvé un vieux cahier de l'université, sa couverture pliée et ses bords effilochés. À l'intérieur, les marges étaient remplies de calculs minutieux. Loyer. Paiement de scolarité. Service public. Courses. J'avais tout noté à l'époque parce que j'avais peur de déraper. Peur de faire une erreur qui me coûterait ma stabilité. Peur d'avoir besoin d'une aide que je n'obtiendrais pas assise là sur le sol, j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose de bien plus grand qu'un budget. J'avais construit une preuve. Un après-midi, alors que je numérisais des documents sur mon ordinateur, mon téléphone a vibré avec un message de papa. Pas une excuse.
Pas une explication. Juste une brève note demandant si j'avais reçu les papiers. Le ton était neutre, presque professionnel. Comme si nous discutions d'un litige contractuel au lieu d'un procès entre un père et sa fille. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et l'ai posé face contre table. Je n'ai pas répondu. Ce silence m'a semblé plus lourd que prévu. C'était inconfortable. Cela allait à l'encontre de tous les instincts que j'avais développés au fil des ans à arrondir les angles et à me rendre plus facile à gérer. Mais cela semblait aussi nécessaire. Pour une fois, je ne me précipitais pas pour le rassurer. Je laissais l'inconfort exister sans essayer de le réparer. Claire a de nouveau appelé quelques jours plus tard. Cette fois, sa voix semblait différente. Moins nerveuse. Plus usée. Elle a dit que papa avait fait les 100 pas dans la maison, parlant de stratégie et de principe, de la façon dont tout cela était exagéré. Elle a dit que maman évitait complètement le sujet, s'enfouissant dans les tâches ménagères et les routines comme si l'ordre pouvait être restauré par la répétition. Puis Claire a admis quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à voix haute auparavant. Elle a dit qu'elle avait l'impression de l'avoir déçue. Elle a dit que si seulement elle avait été à la hauteur de ses attentes, rien de tout cela ne se produirait. Je l'ai arrêtée immédiatement. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Que ce n'était pas à propos de sa performance ou de mon timing. Que c'était à propos du besoin de papa de contrôler les résultats et les gens, et qu'aucune réussite n'aurait jamais été suffisante pour le satisfaire. Il y a eu une longue pause au bout du fil. Puis elle a dit quelque chose qui m'est resté longtemps après que nous ayons raccroché. Elle a dit qu'elle ne savait pas qui elle était sans ses plans. Je comprenais cela plus que je ne voulais l'admettre. De différentes manières, nous avions toutes deux été façonnés par la même force. Juste poussés dans des directions opposées. Elle avait été surinvestie. J'avais été sous-investi. Mais aucune de nous n'avait été autorisée à simplement exister sans attente. Alors que la date du tribunal approchait, Patrick a commencé à me préparer à ce à quoi m'attendre. Il a expliqué le processus en langage simple. Qui parlerait en premier? Quelles questions on pourrait me poser? Comment répondre honnêtement sans trop en dire? Il m'a rappelé que ce n'était pas une séance de thérapie. Ce n'était pas un endroit pour chercher de la validation. C'était un endroit pour présenter des faits. Il m'a dit de rester calme. De prendre mon temps. De me souvenir que ce n'était pas un référendum sur ma valeur en tant que fille. C'était plus facile à dire qu'à faire. La nuit, je m'entraînais à répondre dans ma tête. Pas des discours. Juste des déclarations d'ancrage. Je subvenais à mes besoins. J'ai fait mes propres choix. Je n'ai pas interféré avec les opportunités de quiconque. Je les ai répétées jusqu'à ce qu'elles semblent solides, comme quelque chose sur quoi je pourrais me tenir quand les émotions essaieraient de me déséquilibrer. Il y a eu des moments où le doute s'est insinué quand même. Des moments calmes, insidieux. Où je me demandais si j'aurais dû attendre. Si j'aurais dû adoucir la nouvelle de la maison. Si j'aurais dû être plus prudente avec mon indépendance, plus discrète, moins visible. Ces pensées se glissaient quand j'étais fatigué, quand la paperasse semblait interminable, quand le silence de mes parents semblait lourd. Mais ensuite, je regardais autour de moi dans ma maison. Les meubles que j'avais choisis. Les murs que j'avais peints moi-même. Le calme qui y régnait. Et je savais que me faire plus petite n'aurait pas sauvé cette relation. Cela n'aurait fait que retarder le règlement de compte. Un soir, en organisant un autre dossier, j'ai trouvé une carte que papa m'avait donnée il y a des années. De simples félicitations pour une promotion au travail. Aucun message à l'intérieur à part mon nom. Je me suis souvenu à quel point cette petite reconnaissance avait compté pour moi à l'époque. À quel point il en avait fallu peu pour que je me sente vu. J'ai tenu la carte un long moment, puis je l'ai remise dans la boîte et je l'ai refermée doucement. Cette version de l'espoir ne m'appartenait plus. La nuit précédant ma prochaine réunion avec Patrick, j'ai mal dormi. J'ai rêvé que j'étais dans une salle d'audience sans voix, des papiers éparpillés à mes pieds, tout le monde attendant que je parle. Je me suis réveillé avant l'aube, le cœur battant, et je suis resté assise sur le bord de mon lit jusqu'à ce que la peur relâche son emprise. Quand le soleil s'est enfin levé, projetant une lumière pâle à travers la pièce, je me suis senti plus stable. Non pas parce que j'étais confiante quant à l'issue, mais parce que je savais qui j'étais. J'avais passé des années à me le prouver d'une manière que personne ne pouvait effacer. En m'habillant ce matin-là, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. J'avais l'air fatigué.
Plus vieille que je ne me sentais. Mais il y avait aussi autre chose. De la résolution. Le genre discret qui ne s'annonce pas. Ce combat n'était pas celui que j'avais demandé. Mais c'était un combat que j'étais prête à mener jusqu'au bout. Parce qu'au fond, il ne s'agissait pas d'argent, de timing ou même d'équité. Il s'agissait du droit de vivre une vie qui ne nécessitait pas une justification constante. Et c'était quelque chose que je n'étais plus disposé à abandonner. Parce qu'au fond, il ne s'agissait jamais seulement d'une maison, d'argent, ou même de timing. Il s'agissait d'être vu comme une personne au lieu d'une position dans le plan de quelqu'un d'autre. Le matin de l'audience est arrivé tranquillement, d'une banalité presque cruelle. Pas de tonnerre, pas de lever de soleil spectaculaire, aucun signe que c'était le jour où ma famille serait enfin forcée de dire les non-dits à voix haute. Le ciel au-dessus de Columbus était d'un gris plat d'hiver, du genre qui vous oppresse sans demander la permission. Je suis resté assise dans ma voiture un long moment avant de sortir, les mains posées sur le volant, la respiration courte et irrégulière. Je me souviens avoir remarqué que la radio était encore allumée, un animateur joyeux riant de choses sans importance, et de m'être senti presque offensé que le monde puisse paraître si normal. J'ai coupé le moteur et suis resté assise là, laissant le silence s'installer. Mon estomac se tordait comme avant les examens ou les entretiens d'embauche, mais c'était plus lourd. Il ne s'agissait pas de performance. Il s'agissait d'être jugé pour avoir existé en dehors d'un rôle que je n'avais jamais accepté de jouer. Entrer dans le palais de justice, c'était comme entrer dans une température différente. Pas seulement plus froide, mais plus dense. L'air sentait légèrement le désinfectant et le vieux papier. Les chaussures résonnaient vivement contre les sols polis, chaque pas semblant plus fort qu'il ne le fallait. Les conversations étaient feutrées, brèves, déterminées. Tout le monde semblait porter quelque chose de privé et de lourd, mais personne ne regardait quelqu'un d'autre assez longtemps pour le reconnaître. Patrick m'a rejointe près des portiques de sécurité. Il m'a jeté un regard calme et m'a demandé si j'étais prête. J'ai hoché la tête, même si, prête, n'était pas le bon mot. Ce que je ressentais, c'était de la résolution. Il y avait une différence. Prête implique la confiance. Résolu signifie que vous êtes prête à avancer même si ça fait mal. Nous avons passé la sécurité et avons attendu près de la salle d'audience. J'ai joint mes mains pour les empêcher de trembler. Patrick m'a rappelé tranquillement de respirer, de me tenir droite, de ne répondre qu'à ce qu'on me demandait. Sa voix était stable, rassurante. Je me suis accroché à cette stabilité. Papa est arrivé quelques minutes plus tard avec maman et Claire. Ils sont entrés comme une unité, comme ils l'avaient toujours fait. Papa légèrement en avant, les épaules carrées. Maman juste à côté de lui, la posture tendue, les lèvres pincées. Claire juste derrière, ses pas plus lents, hésitants. Pendant un instant, je nous ai vus comme des étrangers nous auraient probablement vus. Une famille. Soigneusement arrangée. Pas de voix forte. Pas de fissure visible. Cette illusion avait été notre plus grande compétence. Papa ne m'a pas regardé au début. Sa mâchoire était serrée, son expression figée de cette manière familière qu'il utilisait quand il croyait être dans son droit. Il avait le même air qu'il avait lors des réunions d'affaires, des rencontres parents-professeurs, tout endroit où il sentait que le contrôle importait. J'ai alors réalisé que c'était exactement comme ça qu'il voyait cette journée. Pas comme un règlement de compte, mais comme une négociation. Claire m'a jeté un bref regard. Ses yeux étaient rouges, gonflés comme si elle n'avait pas dormi. Il y avait quelque chose de fragile dans son expression que je n'avais jamais vu en grandissant. Pas de la confiance. Pas de ressentiment. Juste de l'épuisement. Elle m'a fait un tout petit signe de tête, à peine perceptible, puis a baissé les yeux vers le sol. Maman a complètement évité mon regard. Nous avons pris nos places. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Pas de grand drame, pas de piliers imposants, pas de sens théâtral de l'importance. Juste des lambris de bois, des couleurs sourdes et une autorité tranquille qui semblait inflexible. Le drapeau américain se tenait dans le coin, lourd et immobile. Je me sentais exposé assise là, comme si toutes les versions de moi-même étaient présentes en même temps. La jeune de 16 ans qui pointe pour son premier quart de travail. L'étudiante qui étudie tard dans la nuit. La femme qui avait enfin acheté sa propre maison et qui avait été punie pour cela. La juge Judith Calder est entrée sans fioriture. Aucun mouvement inutile. Aucune gravité de façade.
Elle se déplaçait avec le genre de calme qui vient d'une longue familiarité avec les conflits. Quand elle s'est assise, la salle est tombée dans le silence, non pas parce que c'était exigé, mais parce que cela semblait approprié. Elle a passé en revue les bases de l'affaire d'une voix stable et neutre. Non. Plainte. Juridiction. Tout cela semblait étrangement détaché de la réalité que je vivais à l'intérieur. Puis elle a invité papa à parler. Il s'est levé lentement. Je l'ai observé comme on observe quelqu'un que l'on connaît trop bien. Le raclement de gorge. Le petit ajustement de sa veste. La façon dont il plantait ses pieds comme pour s'ancrer. Quand il a commencé à parler, sa voix portait la confiance exercée de quelqu'un qui croit expliquer quelque chose d'évident. Il a parlé de valeurs familiales. De responsabilité. D'équité. De l'idée que les frères et sœurs devraient avancer ensemble, que personne ne devrait prendre trop d'avance au détriment de l'autre. Il a dit que ma décision d'acheter une maison avant Claire avait perturbé le plan familial. Que cela avait créé un déséquilibre. Que cela envoyait le mauvais message, non seulement à Claire, mais à toute la famille. Pendant qu'il parlait, j'ai senti quelque chose d'inattendu monter en moi. Pas de la colère. Même pas de la peine. De la clarté. Il y croyait vraiment. Dans son esprit, mon succès n'était pas neutre. C'était une offense. La juge Calder a écouté sans interruption. Son visage ne laissait rien paraître. Quand papa a fini, elle s'est légèrement penchée en avant et lui a demandé de clarifier le fondement juridique de sa plainte. Il a hésité. Juste une fraction de seconde. Puis il a commencé à parler d'obligations morales. De tradition. D'attente. De la façon dont les familles fonctionnaient quand tout le monde comprenait son rôle. Elle l'a laissé parler, puis a demandé s'il y avait un accord écrit entre nous. Un contrat. Une quelconque documentation prouvant que j'avais accepté de retarder ma vie. Papa a dit non. Elle a demandé si j'avais utilisé l'argent de la famille pour acheter la maison. Il a admis que non, mais a ajouté rapidement que mon succès reposait sur l'environnement stable que mes parents avaient fourni. La juge Calder a levé un sourcil, presque imperceptiblement. Elle a demandé comment cette stabilité avait été répartie entre ses deux filles. Papa s'est lancé dans une explication de la carrière athlétique de Claire. La promesse précoce. L'attention des entraîneurs. La conviction qu'elle recevrait des bourses et irait loin. Il a parlé des camps, des entraîneurs privés, des équipes itinérantes, des longs week-ends passés à conduire d'un tournoi à l'autre. Il a présenté cela comme un soutien à l'enfant ayant le plus de potentiel. Le mot « investissement » n'a jamais été prononcé, mais il flottait dans l'air, lourd et indubitable. La juge Calder lui a demandé directement s'il croyait que les enfants étaient des investissements. Papa s'est hérissé. Il a insisté sur le fait qu'il aimait ses deux filles. Que l'amour et la stratégie n'étaient pas la même chose. Que certains enfants avaient simplement besoin de plus de ressources. Elle a hoché la tête lentement, puis a demandé pourquoi ces ressources ne m'avaient jamais été offertes. Le silence qui a suivi a semblé physique. Comme une pression qui montait derrière mes yeux. C'est à ce moment-là qu'Hélène Porter a été appelée à la barre. La revoir semblait surréaliste. Elle avait été une présence si discrète dans mon adolescence, quelqu'un qui remarquait sans en faire un spectacle. Elle marchait à pas mesurés, la posture droite, l'expression calme. Quand elle a parlé, sa voix était calme, professionnelle, mais ferme. Elle a témoigné sur mes années de lycée. Sur mes demandes de conseils. Sur les réunions auxquelles mes parents avaient refusé d'assister. Sur des notes dans ses dossiers indiquant que les ressources familiales étaient concentrées ailleurs. Elle a confirmé que j'avais travaillé tout au long de mes études et que je n'avais reçu aucun soutien financier de ma famille. Papa a bougé sur son siège. La juge Calder a demandé à Hélène si elle avait observé du favoritisme. Hélène a fait une pause, a choisi ses mots avec soin, puis a dit oui. Que c'était évident même à l'époque. Qu'elle l'avait documenté. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré. Pas du soulagement exactement, mais une libération. La vérité n'était plus quelque chose que je devais porter seul. Patrick a ensuite présenté mes dossiers. Fiche de paie. Relevé bancaire. Déclaration fiscale. Preuve d'indépendance remontant à des années. Chaque document semblait être une autre partie de ma vie mise à nu sous les néons. J'ai observé papa pendant leur présentation. Son visage s'est crispé.
Il avait l'air confus, presque offensé, comme si ma préparation elle-même était un acte de trahison. Papa a eu une autre occasion de parler. Il a parlé d'intention. De croire que Claire réussirait si on lui donnait assez de temps. De la frustration quand les choses ne se passaient pas comme prévu. Du sentiment d'avoir été pris au dépourvu par ma décision d'avancer sans attendre. La juge Calder a écouté, puis a posé une question qui a tout transpercé. Elle a demandé s'il croyait que son rôle de père incluait le contrôle de la vie adulte de ses enfants afin de réaliser ses propres attentes. Papa a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Cette pause en a dit plus que n'importe quel argument. La juge Calder a hoché la tête une fois et a annoncé une brève suspension avant de rendre sa décision. Alors que tout le monde se levait, mes jambes tremblaient sous moi. Je suis resté assise un moment, le cœur battant, les mains tremblantes. Pas de peur, mais de libération. La vérité avait été dite. À voix haute. Dans une pièce où cela comptait. Je n'ai pas regardé papa pendant que nous attendions. Je n'en avais pas besoin. Quoi qu'il arrive ensuite, l'illusion qui avait façonné ma famille pendant des décennies s'était déjà fissurée. Et pour la première fois de ma vie, cette fissure ne ressemblait pas à un échec. Elle ressemblait à la liberté. L'huissier nous a rappelé dans la salle d'audience, sa voix neutre, presque ennuyée, comme si ce n'était qu'une autre affaire sur une liste interminable. Les chaises ont gratté doucement alors que les gens se levaient et se rasseyaient. J'ai remarqué à quel point ces petits bruits semblaient forts maintenant. Chaque tout, chaque bruissement de papier semblait amplifié. Mon cœur battait si fort que je me demandais si quelqu'un d'autre pouvait l'entendre. La juge Judith Calder est revenue et a pris sa place sans cérémonie. Elle a ajusté la pile de papier devant elle, a mis ses lunettes sur son nez et a regardé la salle. Son regard s'est déplacé lentement, délibérément, d'un côté à l'autre. Quand ses yeux sont passés sur moi, ils ne se sont pas attardés, mais il n'y avait pas non plus de froideur. Juste de la concentration. Le silence s'est étiré plus longtemps que je ne l'attendais. Assez longtemps pour que mes pensées recommencent à tourner en spirale. Assez longtemps pour que de vieilles habitudes me murmurent que j'avais peut-être imaginé la clarté du témoignage précédent. Assez longtemps pour qu'une partie de moi se prépare à la déception, car la déception avait toujours été l'attente la plus sûre. Puis elle a commencé à parler. Elle a résumé l'affaire en langage simple. Pas de drame. Pas d'embellissement. Elle a rappelé la plainte de papa selon laquelle mon achat d'une maison avait nui aux perspectives d'avenir de ma sœur. Elle a fait référence à l'argument sur l'ordre familial et l'obligation morale. Entendre ces mots prononcés à voix haute d'un ton si calme et professionnel les rendait encore plus fragiles qu'ils ne l'étaient déjà. Dépouillé d'émotion, il est révélé leur manque de substance. Elle a ensuite examiné les témoignages. Les déclarations d'Hélène Porter. Mes dossiers d'emploi. La documentation financière montrant des années d'autonomie. Pendant qu'elle parlait, j'ai senti la tension dans mes épaules commencer à se relâcher lentement. Non pas parce que j'étais confiante quant à l'issue, mais parce que la vérité avait été exposée si clairement. La juge Calder a pris la plainte elle-même et en a lu un extrait directement. La formulation semblait rigide et presque surréaliste dans sa voix. Des phrases qui m'avaient autrefois noué l'estomac semblaient maintenant étrangement distantes, comme quelque chose écrit par quelqu'un qui ne comprenait pas du tout les personnes impliquées. Elle s'est arrêtée en milieu de phrase, a baissé les papiers et a levé les yeux. Son regard s'est posé sur papa. La pièce semblait incroyablement immobile. Je pouvais entendre le faible bourdonnement des lumières au-dessus de ma tête. Je pouvais entendre ma propre respiration. Je pouvais entendre Claire bouger sur son siège à côté de maman. Le temps semblait ralentir, non pas de manière dramatique, mais d'une manière qui aiguisait chaque sensation. La juge Calder a prononcé 2 mots. Rejeté intégralement. Il n'y a pas eu de voix forte. Pas de coup de marteau. Juste ces 2 mots, prononcés clairement et sans hésitation. Ils ont atterri avec une finalité qui a mis un moment à être pleinement enregistrée. Pendant une fraction de seconde, mon esprit s'est vidé. Comme si mon cerveau s'était préparé à un impact pendant si longtemps que lorsque le moment est arrivé, il a eu besoin de temps pour rattraper son retard. Puis le sens s'est installé, se répandant dans ma poitrine comme une chaleur. Elle a continué à parler, expliquant sa décision en détail. Elle a déclaré clairement qu'il n'existait aucune loi exigeant qu'un enfant adulte retarde ses étapes personnelles jusqu'à ce qu'un frère ou une sœur atteigne un succès similaire. Elle a dit que le tribunal ne reconnaissait pas le concept d'enfant comme des investissements financiers,
ni ne reconnaissait la perte d'une opportunité hypothétique comme base de dommages-intérêts. Elle a souligné que les croyances morales, les attentes culturelles et la déception personnelle n'étaient pas exécutoires en vertu de la loi. Que le système juridique n'était pas un lieu pour résoudre les échecs perçus de la hiérarchie familiale. Chaque phrase semblait être une autre couche arrachée à l'histoire que papa s'était racontée pendant des années. La juge Calder s'est ensuite adressée directement à papa. Son ton n'a pas changé, mais quelque chose dans sa posture s'est aiguisé. Elle a dit qu'intenter un procès pour punir un enfant adulte pour des décisions légales et indépendantes était un abus de procédure judiciaire. Elle a averti que les tribunaux existaient pour résoudre de véritables litiges juridiques, non pour imposer le contrôle ou extraire l'obéissance. Elle n'a pas haussé la voix. Elle ne l'a pas humilié. Mais ses mots avaient du poids. Elle a conclu en affirmant que mon achat d'une maison avec mes propres fonds était entièrement légal et ne nécessitait aucune explication ni justification à quiconque, y compris les membres de la famille. D'un léger coup de marteau, la décision était finale. Pendant un moment, personne n'a bougé. J'ai senti la main de Patrick se poser doucement sur mon bras. Il s'est légèrement penché et a murmuré des félicitations. J'ai hoché la tête, mais le mot me semblait presque étranger. Félicitations implique une célébration. Ce que je ressentais était quelque chose de plus silencieux et de plus profond. Papa est resté assis quelques secondes de plus que tout le monde. Quand il s'est finalement levé, c'était comme si l'air s'était échappé de lui. Ses épaules se sont légèrement affaissées, un changement si subtil que la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Moi si. Il ne m'a pas regardé. Ses yeux sont restés fixés quelque part devant, sans concentration, comme s'il rejouait les dernières minutes dans sa tête, essayant de trouver le moment où tout avait mal tourné. Claire s'est levée lentement. Son visage était pâle, son expression illisible. Quand elle m'a jeté un regard, il y avait du soulagement, oui, mais aussi de la peur. La peur de ce qui allait suivre maintenant que le plan sur lequel papa avait construit sa vie s'était effondré en une seule phrase. Maman a rassemblé son sac à main avec des mains tremblantes. Elle ne m'a toujours pas regardé. Même pas alors qu'il se tournait pour partir. Alors qu'il passait, j'ai aperçu le visage de papa de profil. Sa mâchoire était serrée, sa bouche pressée en une ligne mince. Il n'y avait pas de colère. Pas d'indignation. Juste du vide. Le regard de quelqu'un qui avait perdu quelque chose de fondamental et ne savait pas encore comment le remplacer. Il est passé devant moi sans un mot. Je les ai regardés quitter la salle d'audience, leur dos s'éloignant dans l'allée, et j'ai senti une étrange douleur s'installer dans ma poitrine. Pas de regret. Pas de doute. Du chagrin. Le chagrin pour la version de ma famille qui n'avait jamais vraiment existé, mais que j'avais passé des années à espérer malgré tout. Quand la salle a commencé à se vider, je suis resté assise. Le banc en bois sous moi semblait solide et rassurant. J'ai posé mes mains dessus, ayant besoin de sentir quelque chose de réel. Autour de moi, les gens rassemblaient leurs affaires et poursuivaient leur journée. Pour eux, ce n'était qu'une autre affaire conclue. Pour moi, c'était la fin d'un chapitre qui avait défini toute ma vie. Je ne me sentais pas triomphante. Je n'avais aucune envie de sourire, de pleurer ou d'appeler qui que ce soit. Je me sentais calme. Profondément, étonnamment calme. Comme si quelque chose qui m'avait oppressé pendant des décennies s'était enfin levé. Patrick m'a demandé si j'étais prête à partir. J'ai hoché la tête et me suis levé, mes jambes stables sous moi. En me dirigeant vers la sortie, j'ai jeté un dernier regard sur le banc du juge. Pas par gratitude exactement, mais par reconnaissance. Le système avait fonctionné, non pas parce qu'il m'avait favorisé, mais parce qu'il avait refusé de valider quelque chose de fondamentalement faux. Dehors, l'air froid m'a frappé le visage, vif et pur. J'ai pris une profonde inspiration, du genre que je n'avais pas réalisé retenir depuis des années. Le ciel était toujours gris, la ville toujours en mouvement, le monde inchangé. Mais j'étais différente. Le procès était terminé. L'investissement était terminé. Le rôle qui m'avait été assigné sans mon consentement avait enfin disparu. Debout sur les marches du palais de justice, mon manteau bien serré autour de moi, j'ai compris quelque chose avec une clarté totale. Gagner ne signifiait pas prendre quelque chose à ma famille. Cela signifiait reprendre quelque chose pour moi-même. Mon droit de construire une vie selon mes propres termes, sans avoir besoin de la permission de quiconque. Et dans ce calme, je savais que j'étais prête pour tout ce qui allait suivre. Le silence après le verdict ne semblait pas vide.
Il semblait intentionnel. Comme la pause après une profonde inspiration que vous ne réalisiez pas retenir depuis des années. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, la maison a semblé m'absorber. Le grincement familier du plancher près de l'entrée. Le doux bourdonnement du réfrigérateur qui s'allumait et s'éteignait. La lumière du porche projetant une lueur douce, presque protectrice, à travers l'embrasure de la porte. Rien dans l'espace n'avait changé, mais tout en moi avait changé. J'ai accroché mon manteau au même crochet près de la porte et je suis resté là plus longtemps que nécessaire. Dans le passé, rentrer à la maison après quelque chose de difficile s'accompagnait toujours d'un sentiment d'attente. Attendre que le téléphone sonne. Attendre la réaction. Attendre le jugement, la déception ou les instructions sur ce que je devais ressentir ensuite. Cette attente avait été un bruit de fond constant dans ma vie depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Cette fois, il n'y avait pas d'attente. Juste l'immobilité. Je me suis versé un verre d'eau et me suis appuyé contre le comptoir, laissant la fraîcheur du verre m'ancrer. Mes mains étaient stables. Cela seul me semblait être une victoire silencieuse. Pendant des semaines, mon corps avait vécu dans un état d'alerte constant, se préparant à la confrontation, répétant des explications, se préparant à défendre des choix qui n'auraient jamais dû nécessiter de défense. Maintenant, mes épaules étaient détendues. Ma respiration allait et venait facilement. J'ai de nouveau vérifié mon téléphone, non par urgence mais par curiosité. Quelques appels manquaient de numéros inconnus. Probablement des membres de la famille élargie qui avaient déjà entendu une version déformée de l'histoire. J'imaginais les chuchotements, les opinions formées sans contexte, les suppositions sur la loyauté et l'obéissance. Je n'ai ressenti aucune envie de corriger quoi que ce soit. J'ai posé le téléphone. Plus tard dans la soirée, le message de Claire est arrivé. Elle a écrit lentement, prudemment, comme si chaque mot avait du poids. Elle a dit qu'elle avait rejoué l'audience dans sa tête, entendant papa parler de plans, d'investissement et d'ordre. Elle a dit qu'elle avait réalisé quelque chose qui l'effrayait plus que l'issue de l'affaire. Qu'elle n'avait jamais été autorisée à échouer. Ni publiquement. Ni en privé. Pas même dans ses propres pensées. Elle a écrit que chaque faux pas avait été traité comme une menace. Une menace pour l'avenir que papa avait tracé pour elle bien avant qu'elle ne comprenne ce que cela signifiait. Elle a dit que lorsqu'elle n'a pas obtenu la bourse, elle a eu l'impression d'avoir brisé quelque chose en lui. Que sa déception s'est transformée en pression, et que cette pression est lentement devenue toute son identité. Elle a dit qu'elle ne savait plus où finissaient ses propres désirs et où commençaient ses attentes. En lisant ces mots, j'ai ressenti un mélange complexe d'empathie et d'épuisement. Je comprenais profondément sa douleur. Je la reconnaissais. J'en avais vécu une version parallèle, façonnée différemment mais enracinée dans le même sol. En même temps, je sentais le poids de mes propres limites. J'ai répondu honnêtement. Je lui ai dit que je voyais à quel point cela devait être lourd. Que personne ne devrait grandir en sentant que sa valeur dépendait d'un retour attendu par quelqu'un d'autre. Je lui ai dit qu'il était logique qu'elle se sente perdue maintenant que le plan s'était effondré. Et je lui ai dit, gentiment mais fermement, que l'effondrement pourrait être le début de quelque chose de plus vrai. Puis j'ai tracé une ligne. Je lui ai dit que je n'allais pas m'excuser d'avoir acheté ma maison. Que je n'allais pas débattre de si j'aurais dû attendre. Que je n'allais pas accepter la responsabilité de décisions qui n'étaient jamais les miennes à gérer. Je lui ai dit que je l'aimais en tant que sœur, mais que j'en avais fini d'être celle qui se faisait plus petite pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Quand j'ai appuyé sur envoyer, mon corps ne s'est pas tendu comme avant. Il n'y a pas eu de montée de peur, pas d'anticipation de réaction négative. Juste de la certitude. Calme et ancré. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Papa. J'ai regardé son nom briller sur l'écran. Pendant un instant, la mémoire musculaire a pris le dessus. L'instinct de répondre immédiatement. D'écouter. D'expliquer. D'adoucir le moment avant qu'il ne puisse devenir vif. Cet instinct avait été façonné pendant des décennies, renforcé chaque fois que l'on me félicitait d'être compréhensive, d'être facile, de ne pas compliquer les choses. J'ai laissé le téléphone sonner. Au fil des secondes, quelque chose de remarquable s'est produit. L'anxiété que j'attendais n'est pas arrivée. Ma poitrine ne s'est pas serrée. Mon estomac ne s'est pas noué. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment constant de justesse. Pas de défiance. Pas de colère. D'alignement.
Quand l'appel est allé à la messagerie vocale, j'ai posé le téléphone face contre table et je suis allé dans le salon. Maman a envoyé un message plus tard dans la nuit. Elle a dit qu'elle espérait que nous pourrions bientôt parler. Les mots étaient polis, prudents, retenus. Il n'y avait aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Aucune excuse. Juste une invitation qui semblait lourde d'attente. Le genre d'invitation qui supposait que je viendrais et ferais le travail émotionnel. Je n'ai pas répondu. Je suis allé me coucher tôt, non pas parce que j'étais épuisé, mais parce que je voulais être seul avec mes pensées dans un espace qui semblait enfin sûr. Alors que j'étais allongé là, la maison se calmant autour de moi, j'ai réalisé quelque chose de tranquillement profond. Le silence n'était plus quelque chose que je craignais. C'était quelque chose que j'avais choisi. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine pendant que je faisais du café. Le rituel ordinaire semblait rassurant. Je suis resté là, dans ma robe de chambre, regardant la vapeur monter de la tasse, et j'ai pensé au nombre de matins que j'avais commencé avec une tension déjà vibrante sous ma peau. Me préparant à un conflit qui n'était pas encore arrivé. Aujourd'hui, il n'y en avait aucune. Je suis allé au travail. J'ai répondu à des emails. J'ai assisté à des réunions et j'ai donné mon avis sans me remettre en question. Personne là-bas ne savait ce que je venais de vivre, et cet anonymat semblait libérateur. Je n'étais pas une fille en conflit. Pas une accusée. Pas un problème à résoudre. J'étais simplement moi-même, compétente et capable, avançant dans ma journée. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, j'ai remarqué à quel point la maison semblait différente. Pas physiquement, mais émotionnellement. J'ai arrosé des plantes qui avaient survécu à des semaines de négligence alors que mon attention était ailleurs. J'ai organisé un tiroir qui me dérangeait depuis des mois. J'ai plié le linge lentement, délibérément, en prenant soin au lieu de me dépêcher. De petits actes d'entretien qui semblaient symboliques d'une manière que je n'avais pas besoin de nommer. Un autre message de Claire est arrivé quelques jours plus tard. Plus court cette fois. Moins d'excuses. Plus de réflexion. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à ce que signifiait le succès s'il n'était pas mesuré par les attentes de papa. Elle a admis que la pensée l'effrayait. Mais elle a aussi dit que cela semblait étrangement plein d'espoir. J'ai répondu que la peur était souvent le premier signe de la liberté. Que construire une vie à elle ne serait pas facile. Mais ce serait la sienne. Papa n'a pas rappelé cette semaine-là. Et quelque chose en moi a changé à cause de cela. L'absence de sa voix ne ressemblait plus à une punition. Elle ressemblait à la paix. Un soir, je me suis assise sur le canapé avec une couverture sur mes jambes, la lampe projetant un doux cercle de lumière autour de moi. Dehors, la rue était calme. Une voiture passait de temps en temps. Quelque part au bout de la rue, un chien aboyait. Des bruits ordinaires de vies ordinaires qui continuent. J'ai réalisé que c'était la première fois depuis l'achat de la maison que je n'attendais pas que quelqu'un conteste mon droit d'être là. Je ne répétais pas de défense. Je ne me préparais pas à la critique. J'existais simplement dans un espace que j'avais gagné. Je me suis levé et j'ai parcouru la maison lentement, touchant les murs, les encadrements de portes, les comptoirs que j'avais choisis moi-même. Chaque détail portait un souvenir d'effort. De longues heures. Une planification minutieuse. Une détermination tranquille. L'approbation de personne d'autre n'était incrustée dans ces murs. Juste la mienne. Plus tard, en me préparant à me coucher, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. J'avais l'air fatigué, oui, mais apaisé. Il y avait une stabilité dans mes yeux qui n'était pas là avant. J'ai souri, non pas parce que tout était résolu, mais parce que je me faisais enfin confiance. Allongé dans mon lit, j'ai écouté la maison respirer autour de moi. Le doux craquement du bois. Le son lointain du vent. Des bruits familiers, réconfortants. J'ai pensé à combien de temps j'avais cru que la paix venait après la résolution. Après l'accord. Après le pardon. Maintenant, je comprenais quelque chose de différent. La paix venait des limites. Du choix de ne pas s'engager dans des batailles qui exigeaient que je m'abandonne. D'accepter que tout le monde ne comprendrait pas mes choix, et de décider que leur compréhension n'était plus ma responsabilité. Alors que le sommeil m'emportait, j'ai ressenti quelque chose que je m'étais rarement autorisé à ressentir. La sécurité. Non pas parce que le monde était devenu plus gentil. Mais parce que j'avais enfin cessé de donner du pouvoir à ceux qui me faisaient du mal. Et dans ce calme,
je savais que le plus dur était passé. Le plus dur, c'était de réaliser que rien d'autre n'avait besoin de se produire pour que ce chapitre de ma vie soit complet. Il n'y a pas eu de confrontation finale après le procès. Pas d'excuses spectaculaires. Pas de moment où papa a soudainement compris tout ce qu'il avait fait de mal et m'a contacté les larmes aux yeux. La vie ne s'est pas terminée avec un joli nœud. Elle a simplement continué. Et pour la première fois, j'ai continué avec elle sans attendre de permission. Je me suis réveillé dans ma maison le matin après le verdict et je suis resté à la fenêtre de la cuisine plus longtemps que d'habitude, tenant mon café à deux mains. Le quartier avait le même aspect que d'habitude. Rue calme. Quelques voitures sortant des allées. Quelqu'un promenant un chien. La vie ordinaire qui continue. Et pourtant, en moi, quelque chose de fondamental avait changé. Je ne me préparais plus à un impact. Je ne répétais plus d'explications. J'étais juste là. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru que la conclusion venait d'un accord. De quelqu'un qui disait enfin que vous aviez raison. D'entendre les mots que j'avais besoin d'entendre depuis l'enfance. Je pensais que la conclusion signifiait la réconciliation ou du moins la reconnaissance. Mais debout seul dans cette cuisine, j'ai compris quelque chose de différent. La conclusion venait du choix de ne pas continuer à rouvrir une blessure simplement parce que quelqu'un d'autre insistait sur le fait qu'elle saignait encore. Mon esprit est retourné au dîner de Noël. La table était bondée de visages familiers. L'odeur de la nourriture. Le bruit des couverts. Le moment où papa m'a pointé du doigt et m'a accusé d'avoir volé l'avenir de ma sœur. Pendant des semaines, ces mots s'étaient répétés dans ma tête, vifs et implacables. Je les avais démontés pièce par pièce, essayant de voir s'il y avait une part de vérité en eux. Il n'y en avait pas. Je n'ai volé l'avenir de personne. J'ai refusé de sacrifier le mien. Cette distinction importait plus que le verdict lui-même. Plus que la décision du juge. Plus que n'importe quel document estampillé et classé. C'était la vérité qui s'est finalement installée dans mes os. Claire et moi sommes restés en contact léger après le procès. Pas le genre de conversation que les gens imaginent quand ils parlent de guérison. Pas de longues confessions émotionnelles. Pas de promesses de réparer le passé. Juste des échanges honnêtes et prudents. Elle m'a dit qu'elle commençait à réaliser à quel point sa vie avait été façonnée par des attentes qu'elle n'avait jamais choisies. Elle a admis qu'elle avait peur de décevoir papa si elle arrêtait de poursuivre la version du succès en laquelle il croyait. J'ai écouté. Je ne me suis pas précipité pour la rassurer. Je ne suis pas intervenu pour porter ce poids à sa place. Pour la première fois, je l'ai laissé vivre avec ses propres sentiments sans essayer de les gérer. Et pour la première fois, elle ne m'a pas demandé de le faire. Papa est resté silencieux. Ce silence avait l'habitude de ressembler à une punition. Comme le retrait de l'amour. Comme la preuve que j'avais échoué à un test tacite. Maintenant, cela ressemblait à de la distance. Et la distance, j'ai appris, n'était pas toujours une perte. C'était parfois une protection. Maman a envoyé quelques courts messages. Neutres. Polis. Soigneusement formulés. Des invitations à parler sans aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. J'ai répondu quand je me sentais capable. Brièvement. Calmement. Sans explication. Les limites n'avaient pas besoin de justification. Elles avaient besoin de cohérence. Un après-midi, je me tenais dans mon jardin, les mains dans les poches de mon manteau, regardant les branches nues se balancer dans le vent. C'était le même jardin où tout avait atteint son paroxysme. Où l'on m'avait accusé de trahison pour avoir osé construire quelque chose à moi. Debout là maintenant, c'était différent. Pas reconquis, exactement. Redéfini. Cet espace ne contenait plus de tension ni d'attente. Il contenait du calme. J'ai pensé au langage que papa avait toujours utilisé. Investissement. Retour. Ordre. Pendant des années, j'avais essayé de me comprendre à travers ces termes. J'avais essayé d'être efficace. Peu d'entretien. Autonome au point d'en être invisible. J'avais confondu l'endurance avec la vertu. J'avais cru que n'avoir besoin de rien n'était la même chose qu'être forte. Ce que j'ai appris à la place, c'est ceci, être capable ne signifiait pas être jetable. Être responsable ne signifiait pas être obligé de porter tout le monde. Être indépendante ne signifiait pas que je devais mon indépendance à quelqu'un d'autre qu'à moi-même.
Il y avait du chagrin dans cette prise de conscience. Un vrai chagrin. Pas celui qui vient avec la perte d'une personne, mais la perte d'une idée. L'idée que ma famille pourrait un jour me voir sans condition. Que papa pourrait me valoriser sans me mesurer à un plan. Que maman pourrait prendre la parole au lieu d'arrondir les angles. Laisser tomber ses espoirs a fait plus mal que le procès lui-même. Mais le chagrin n'était pas la même chose que le regret. Je ne regrettais pas d'avoir acheté ma maison. Je ne regrettais pas d'avoir tenu bon. Je ne regrettais pas de refuser de m'excuser de vivre ma vie selon mes propres termes. Si quoi que ce soit, je regrettais le temps qu'il m'avait fallu pour réaliser que j'avais le droit de le faire. Un soir, j'ai invité quelques amis à dîner. Rien de spécial. Nourriture simple. Conversation facile. À un moment donné, quelqu'un a commenté à quel point ma maison était paisible. J'ai souri à cela. Il n'avait aucune idée de la difficulté avec laquelle cette paix avait été gagnée. Pas par la confrontation. Pas par la vengeance. Mais par le refus. Le refus d'attendre mon tour dans un système qui n'avait jamais prévu de me récompenser. Le refus de me faire plus petite pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Le refus d'accepter la culpabilité pour avoir choisi une vie qui me convenait. J'ai réalisé alors que l'ordre en lequel papa croyait n'avait jamais vraiment été une question d'équité ou d'harmonie familiale. C'était une question de contrôle. De gestion des résultats. De protection d'un investissement à tout prix. Et au moment où je suis sorti de ce cadre, toute la structure s'est effondrée. Cet effondrement n'était pas de ma responsabilité. Le seul ordre qui comptait maintenant était celui que je choisissais. L'ordre de mes matins. L'ordre de mes priorités. L'ordre dans lequel je plaçais mon propre bien-être au-dessus des attentes qui me nuisaient. Je pensais que la vengeance devait être bruyante. Spectaculaire. Publique. J'imaginais la vengeance comme un moment où quelqu'un ressentait enfin ce qu'il m'avait fait ressentir. Mais c'était plus silencieux que ça. Plus profond. Vivre bien sans demander la permission. Dire la vérité sans avoir besoin de punir qui que ce soit d'autre. Choisir la paix même quand d'autres voulaient le conflit. Tard un soir, je me tenais dans l'embrasure de ma porte, les lumières tamisées, la maison se calmant autour de moi. Les tuyaux qui cliquettent. Le vent qui frôle les fenêtres. Des bruits familiers qui manqueraient dans le présent. Je me sentais entière d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Non pas parce que tout était résolu, mais parce que j'avais arrêté de me battre contre moi-même. Ce n'était pas la fin de mon histoire. Il y avait encore des relations à gérer. Des conversations qui pourraient avoir lieu un jour. Ou pas. Mais pour la première fois, je me faisais confiance pour gérer tout ce qui viendrait ensuite sans trahir qui j'étais.